Actu 7. Actu 7, tous les samedis de 8h à 9h, le condensé de l'actualité sur la 90.9. Invités, analyses, commentaires, décryptage. Actu 7, le moment fort des événements marquant les 7 derniers jours de la semaine. Rétrospective hebdomadaire de l'actualité sur la 90.9. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Actu 7, le sommaire. Les élections communales partielles se sont déroulées jeudi. Pendant ce temps, les acteurs politiques et de la société civile ruminent encore la modification de la loi dite Bojona. Plus de 3178 accidents de circulation enregistrés au premier semestre de l'année. Le permis de conduire pour les motos obligatoires dès 20 septembre 2019. Les populations de Mansourouin, de Kélégouvy et d'Achanti en colère, alors que les populations de Topli bénéficient des réalisations du scan Togo. L'affaire de bromate de potassium est loin de finir, de même que celle des fermetures des églises au Togo. Et puis en deuxième partie, Justin Anani de TogoVision.com est notre invité. Justin, bonjour. Bonjour à tous les fidèles de votre émission. J'espère que vous portez très bien. Très bien, nous sommes dit qu'il faut quand même donner l'information, quel que soit le moment. Il faut venir maintenant apporter un plus à l'émission et informer aussi vos auditeurs qui sont à l'écoute. Voilà, on va commenter ensemble l'actualité dans une poignée de minutes. Dodo Kofi assure la mise en onde. À la mise en onde, je m'appelle Jean-Marie Gonçalves. Actu 7, l'invité. Comme annoncé, notre invité déjà en studio, Justin Anani, journaliste, l'un des responsables du site TogoVision.com. Justin Anani, rebonjour. Rebonjour Jean-Marie et rebonjour à vos auditeurs aussi. J'espère que c'est la grande forme chez vous. Oui, même si la forme n'y est pas dans sa grandeur, mais il faut quand même dire que nous sommes là. Et c'est le boulot et on ne peut rien. Comment se porte TogoVision.com? Disons que ça va, sauf que ces derniers moments, l'actualité aussi, notamment ce qui concerne la politique, ce qui concerne le social, n'est plus de taille comme avant. Donc maintenant, il faut fouiller, il faut chercher, il faut aller également sur d'autres terrains qui, en réalité, ne sont pas des domaines qui correspondent donc à notre ligne éditoriale. Mais de toutes les façons, on fait l'essentiel pour informer les internautes également qui sont chez nous et éventuellement informer aussi l'opinion qui s'intéresse à notre site togovision.com. Voilà, en tout cas, vous faites un gros boulot de ce côté. J'espère que cette émission sera sur togovision.com. En tout cas, élections partielles pour les municipales. Les élections se sont déroulées jeudi et selon le président de la CENI, tout s'est bien passé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand vous lisez entre les lignes, les informations que nous avons eues à notre niveau, il y a eu des manquements, il y a eu tentative de bourrage d'urne également au niveau de certaines communes. Et cela nous amène à se poser beaucoup de questions. Et à quelle fin? Et si tant est qu'on veut avoir la majorité au niveau de ces élections, et que sur les 1000, conseillers, plus de 1000 et quelques conseillers municipaux, on arrive à engranger plus de 800. Et que pour les 4 communes qui restent, ou les 5 qui restent encore, on tente encore à bourrer les urnes pour avoir encore quoi, je ne sais pas. Mais moi, ça m'amène à poser beaucoup de questions. Et c'est là où nous nous interrogeons sur le fait, la logique réelle de ce qui constitue les élections chez nous au Togo. Parce que moi, je dis que les élections n'ont plus de sens. Parce que lorsque on achète la conscience des citoyens, on a vu ce qui s'est passé le 30, bien avant le 30, et juin dernier, la campagne, tout ce qui s'est passé, et ça ne répond en rien les normes établies par les Nations Unies en matière de ce qui concerne les élections. Maintenant, quand vous voyez ce qui s'est également passé le jour J, dans certaines communes, vous allez vous interroger. Je ne veux pas forcément les citer toutes,
Mais vous prenez par exemple la commune, je crois, Golfe 6, à Baguida et autres, vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est dans ces conditions-là qu'on dit qu'on organise des élections. C'est dans ces conditions-là qu'on estime qu'on a gagné les élections, on a la majorité. C'est là où moi je dis que l'enjeu réel qui se joue en dehors de ce qu'on a vu le 18 décembre, ou je sais pas, je me rappelle plus la date de la mascarade qui concerne les législatives. Et je me dis, l'enjeu réel qui se joue, c'est 2020. C'est-à-dire qu'on veut, au-delà de tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons connu dans les dernières périodes, depuis le 19 août 2017, jusqu'au jour d'aujourd'hui, montrer à la communauté internationale, montrer à l'opinion internationale, qu'en fait, c'est une minorité qui s'agite, ou qui s'est à un moment donné s'agiter, comme le chef de l'État a eu à le dire, que cette période est derrière nous, et que voilà, on a eu à opérer les réformes de façon consensuelle. Alors quand vous voyez ce qui s'est passé au Parlement, en aucun cas il n'y a pas eu de consensus sur ce qui s'est passé pour ce qui concerne on va y revenir. les réformes. Donc c'est pour dire que l'enjeu réel qui se joue derrière tout ce que nous observons aujourd'hui dans ces élections-là, c'est par rapport à 2020. Faire tout et tout pour se maintenir. C'est ce qui est derrière la tête de ceux-là qui nous gouvernent, qui régente la vie de la nation depuis plus des décennies. Voilà, revenons à ces élections partielles. Aujourd'hui, il y a forcément décalage de mandats ou bien des délais. Il y a certains qui sont déjà dans les mandats courts déjà. Aujourd'hui, on vient de lire pour les 5 communes restantes. Est-ce qu'il va falloir harmoniser dans les mandats? Est-ce qu'il y a certains mandats qui vont dépasser d'autres? Est-ce que vous avez une idée sur la chose? Oui, on estime que ceux qui sont élus le 30 juin dernier n'ont pas encore pris fonction. Donc on attend d'abord ces élections qui venaient d'être organisées le 15 dernier et pour essayer d'harmoniser et permettre également à tous de prendre le train en marche. Enfin, le train qui n'a même pas encore commencé par marcher, ou qui n'a même pas encore commencé par rouler. Donc on attend ces élections-là maintenant pour pouvoir donner le temps. Ça veut dire que ceux qui étaient élus le 30 juin doivent attendre à l'élection des maires d'abord? Ils attendent toujours. Alors qu'il y a des dates qui sont fixées pour ceux. Ah oui, c'est là où on peut parler aussi de l'amalgame de cette histoire, parce que il faut attendre d'abord la CENI proclamer ses résultats. Avant d'harmoniser une date pour les élections des maires. Oui, ça veut dire que les élections des maires se passent comment? D'abord, la CENI proclame les résultats pour ces 5 communes. Ces communes. Et on envoie les résultats provisoires au niveau de la Cour suprême. Maintenant, s'il y a, c'est pas contentieux ou non, donc la Cour va statuer là-dessus et proclamer les résultats définitifs. Et je rappelle également au passage que cette Cour suprême a eu à jouer un rôle qui, en réalité, quand vous prenez le code électoral, n'est pas le sien à un moment donné. Donc, lorsque cette Cour s'est permise de rejeter, je sais pas... Oui. Tous les recours ont été systématiquement voilà, tout ce qu'on a vu. Donc, moi, je dis que quelque part, cette Cour également est en train de jouer sa crédibilité. Mais après la proclamation des résultats définitifs, donc, les conseillers municipaux qui sont élus dans leurs communes respectives vont se retrouver et sur la base d'une réunion que le préfet va convoquer. C'est en fonction de cela que sera dégagé parmi les conseillers municipaux le maire de la commune. C'est comme ça, ça va se passer. Donc tout va se faire de façon harmonisée, que ce soit les communes restantes ou pas? Non, ça dit qu'en réalité, quand vous lisez un peu les tests, il y a ce qu'on appelle les communes rurales, les communes rurales et les communes urbaines. Maintenant, à chaque niveau, il va falloir se retrouver et dégager une date. Oui, enfin, en réalité, on parle de 2 mois après la proclamation définitive. Justement. Maintenant, est-ce que les mêmes 2 mois courent pour voilà, c'est la grosse interrogation. C'est parce qu'à un moment donné, on estime qu'il y a eu des manquements, il y a eu des anomalies, on a reporté les élections dans certaines communes, il faut y revenir, il faut y organiser et puis revenir. Donc maintenant, c'est une question d'harmonisation de la date. Juste aujourd'hui, moi je dis que ça n'a pas empêché à un moment donné. Et la délégation spéciale qui a toujours travaillé, cette délégation spéciale est toujours en place. Maintenant, il revient à l'autorité de pouvoir maintenant recadrer tout ça et permettre à ces élus locaux
de commencer par travailler et apporter le développement tant en besoin par les populations au niveau de la base. Si nous rejetons un peu un regard sur les résultats de ces élections, que ce soit pour les 5 derniers communes, parce qu'il y a des chiffres qui tombent par rapport au recoupement des résultats dans les bureaux de vote, de façon générale, tout semble croire que c'est l'UNIR, enfin le parti UNIR qui est très bien assis aujourd'hui. Certains pensent qu'il n'y a même plus d'opposition au Togo. Bon, parler d'opposition, moi, je relativise. En ce sens que il y a les partis classiques de l'opposition qui sont là. Mais qui ont été fragilisés d'une manière ou d'une autre. Oui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille, il faut quand même reconnaître que ce qui s'est passé dans les dernières périodes n'a pas avantagé l'opposition. J'en viens. C'est-à-dire que ces partis classiques, dont leur rôle est de chercher à conquérir le pouvoir et les essais, et qui ont également pour vocation d'éduquer la masse, leurs militants, et apporter leur contribution pour le développement, ces partis classiques existent. On peut les considérer comme les partis de l'opposition, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, il y a la grande masse qui constitue même l'opposition par rapport à ce que je peux encore appeler aux gouvernants. C'est là où moi je dis qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a les partis en soi et il y a la masse populaire. Il y a la masse populaire aujourd'hui qui constitue une opposition. Maintenant, la masse populaire qui est là doit forcément avoir un leadership, doit forcément avoir un porte-parole. Maintenant, qui est ce porte-parole? À qui donner cette confiance-là? Donc, à un moment donné, les partis se sont retrouvés dans une coalition dénommée la C14 et qui a porté les aspirations populaires de cette masse opposante-là vers ce que nous avons connu dans les mouvements, que ce soit à Fagna ici, on a marché ici, on a manifesté ici à Fagna, que ce soit à Vaughan, que ce soit à Néron, que ce soit à Lomé, à Palimé, un peu partout. Donc, quand on analyse cette problématique en disant qu'il n'y a plus d'opposition aujourd'hui, moi je me porte en faux. Parce que je dis qu'il y a une masse qui est là, qui est en colère contre le système qui nous gouverne, qui régente la vie de cette nation depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. L'état de délabrement total dans lequel se trouve le Togo en dit long. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'on ne va pas chercher de midi à 14h. Maintenant, par rapport à la classe opposante qui est là, les partis politiques standards, que ce soit la CDPA, que ce soit l'ANC, que ce soit PNP, d'ailleurs contente peut-être pas dissoudre quand on voit tout ce qui se passe, et même le dernier communiqué du parti le dit largement. Quand vous voyez la plupart de ces partis-là, la question est de savoir est-ce qu'ils ont leur existence par rapport à une formation réelle de l'opposition comme de par le passé. Et sur cette base-là, je peux aussi relativiser. Pour dire, la CDPA aujourd'hui a ses militants, a ses membres fondateurs qui sont là. Et je dirais que la CDPA a pratiquement tout. Je prends l'ANC a également tout, et pratiquement pour les autres partis de l'opposition. Maintenant, parmi ces partis-là, dits de l'opposition, qui fait quoi? Qui joue quel rôle? C'est également une autre, une autre réflexion, une autre interrogation. Parce qu'il y a certains partis qui se réclament de l'opposition, mais en réalité qui ne sont pas de l'opposition, qui jouent le jeu du pouvoir. Ça, on en connaît aussi. Et je discutais avec quelqu'un là, c'était avant-hier, je disais, l'erreur fondamentale, moi, dans mes analyses, qui a été commise, c'est qu'à un moment donné, lorsque M. Salifou Tikpi Atchadam a déclenché le mouvement, et bien avant que Salifou Atchadam ne déclenche le mouvement le 19 août 2017, il y a déjà deux regroupements de partis qui existent. Un qui s'appelle CAP 2015, qui a porté M. Jean-Pierre Fabre à la dernière présidentielle de 2015 qu'on a connue. Et après ce scrutin, un parti a quitté le groupe. J'ai nommé Santé du Peuple de Kwessan William. Donc ce regroupement de CAP 2015 existe. Et ce regroupement a manifesté le 3 août 2017, avant le 19, où Tikpi a déclenché, entre guillemets, les hostilités. De l'autre côté, il y a aussi un autre regroupement qui s'appelle Arc-en-Ciel, qui existe aussi. Et qui, à un moment donné, certains membres n'arrivent pas à accorder leur violence sur un certain nombre de points. Maintenant, lorsqu'on
Tikpi a déclenché les hostilités entre guillemets, Tikpi a fait appel au chef de pile de l'opposition d'alors, M. Jean-Pierre Fabre. Et qui, à son tour aussi, après consultation, a pris attache avec Mme Brigitte Kafia Diamagbo, qui fait partie de du regroupement Arc-en-Ciel. Moi, je dis qu'à un moment donné, je me dis que les trois là suffisent largement pour former ce qu'on peut appeler la coordination. La coordination en ce sens qu'il y a M. Tikpi Adjadam qui est là, M. Jean-Pierre Fabre qui est là, et Mme Brigitte Kafia Diamagbo de la CDPA, de la coalition, comment on l'appelle, Arc-en-Ciel aussi qui est là. Les trois forment ce qu'on appelle la coordination. Maintenant, tous les autres partis qui se réclament de l'opposition sont dans l'antichambre. C'est-à-dire que si elle lui a parlé, enfin, la coordination met les démarches et parle au nom des autres. S'il y a des aspirations partagées, c'est la coordination qui apporte les informations. C'est là où je dis que l'erreur fondamentale qui a été commise, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on a rassemblé tout le monde ensemble. Enfin, on a mis tout le monde ensemble. Les crabes, les crapauds, les chiens, les quoi, là, on a mis tout le monde ensemble. Ça fait que tout ce qui se dit au sein de la coordination ou des réunions est porté systématiquement au niveau de l'autre camp qui fait partie, en réalité, qui a peut-être des espions. Espions, voilà le thème. Voilà. Ça dit que les gens font partie de la C14, mais qui en réalité, qui se réclament de l'opposition, mais jouent le jeu du pouvoir. Ça fait qu'à un moment donné, ça a infecté. Donc l'attitude même de la C14 et la conséquence sur le jeu que vous avez vu, ça a éclaté. Donc je dis que s'il est lieu maintenant de parler de l'opposition, parce qu'on n'a pris part à des élections, lesquelles élections aussi, dans quelles conditions ces élections ont été organisées, et qu'est-ce qu'on a connu au jour de ces élections. Enfin, moi je ne peux plus parler d'élections au Togo parce que je me dis, et quand je scrute un peu l'histoire du Togo, les livres, je me dis que la seule élection qui a été crédible au Togo, c'est celle que les Nations Unies ont organisée en 1958. D'accord ? À part ça, il n'y a plus d'élection. Non. Donc, ce que nous connaissons là, c'est le pouvoir qui est là, qui met ses pions qui est là, et qui a la main sur les institutions. On sait comment on déplace les pions. Moi, mon sens. En résumé, l'opposition togolaise existe d'une manière ou d'une autre. Oui, l'opposition togolaise existe. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant parler d'une réorganisation. Puisque quand on parle, moi je le dis, je continue par le dire, quand on parle maintenant de l'opposition, vous sortez tout de suite, nous sommes ici à Fania, vous sortez tout de suite, vous interrogez 2-3 personnes, vous allez voir des gens qui sont mécontents par rapport à la gestion qui est faite de ce pays. Automatiquement, ces gens-là constituent une opposition pour le pouvoir. Voilà. Et vous allez un peu partout au Togo, c'est pareil. Donc, je dis que l'enjeu réel qui va se jouer en 2020, ça dépend de ceux-là qui vont porter le flambeau du peuple. Ceux qui portent l'aspiration du peuple, je pense qu'à un moment donné, ça va encore se voir. Mais au cas échéant, je pense que, contrairement à ce que beaucoup pensent, un peuple est toujours un peuple et il n'a jamais dit son dernier mot dans des situations pareilles. Voilà. Dans la foulée, Ouro Tchikpi recouvre la liberté, une bonne nouvelle peut-être, et d'autres sont encore incarcérés par un des membres du parti. Et c'était à la veille d'un communiqué dans lequel le parti parlait de persécution. Mais ce parti est persécuté parce que quand vous voyez pratiquement les images circulent, nous ne sommes plus dans les années 80 ou 90 aujourd'hui, mais les réseaux sociaux diffusent des informations à bout de champ. Les WhatsApp, c'est dans nos mains. Et ce que Ouro Tchikpi a été accusé de, je ne sais pas, je me maîtrise pas, je ne sais pas si c'est sur réquisition du procureur de la République, il a été arrêté, il est gardé au niveau de la gendarmerie. On ne sait pas si la gendarmerie est devenue maintenant au niveau du service d'investigation, de recherche et d'investigation série, s'il y a un lieu de détention là, qu'on peut comparer à la prison civile de Lobé, cette prison civile aujourd'hui qui est sujet à polémique, dont on demande même la fermeture. Les Nations Unies, bien sûr, ou la Genève a demandé au cours de la dernière réunion. Je me dis, sur quelle base M. Ouro Tchikpi a été gardé durant des mois au niveau de ce département. L'interrogation est là. Mais ce n'est pas nouveau non plus, puisque M. Akousoulelou, Pascal Abodjouna aussi a été gardé là, durant des mois avant d'être libéré, même si à un moment donné, il a été transféré au niveau de la prison civile de Tchévier. Loïc le frère Préjean a été également gardé dans les mêmes conditions avant d'être libéré par après. Donc, je dis ce qui se trame, ce qu'on observe aujourd'hui, ça en dit long que ce parti est persécuté. Et pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, c'est ce parti qui a donné de fil à retordre à ce pouvoir. Parce qu'à un moment donné, on fait croire que
on a la même mise sur le pays, on peut continuer par gouverner comme on veut, on fait semblant de réconciliation. Madame Awanana qui faisait le tour du pays, comme quoi, bon, on va voir quelle réforme veulent les Togolais, tout, et qu'à un moment donné, donc, Tikpi a donné le ton. Ça veut dire que c'est ce parti qui a montré le vrai visage du président actuel, M. Fonia Sikbi. Et qui, lorsqu'on compare les deux, comme M. Khalif a eu à le dire au cours d'une émission où je lui ai posé la question de savoir de comparer entre M. Fonia Sikbi et son papa et Yadema, Feu Yadema, il a déclaré que Yadema est meilleur par rapport à M. Fonia Sikbi parce qu'en réalité, il n'a pas la même mise sur le pouvoir. Il fait semblant de gouverner, mais il n'a pas la même mise parce que quelque part, il y a les militaires, quelque part, il y a les corps habillés qui s'imposent, qui ont le mot dit dans la gestion du pays, qu'en réalité, lorsqu'on parle de la démocratie, dans un régime civil, les militaires ou les corps habillés n'ont rien à voir. Donc, sur la base de ces éléments-là, vous allez comprendre que ce qui s'est passé depuis le 19 août 2017 jusqu'au dernier, jusqu'au dernier moment où le pouvoir a systématiquement mis la main sur l'interdiction de manifestation parce que ça ne date pas de cette modification dont on va parler. Avant même le ministre a toujours tenté, a toujours essayé d'interdire les manifestations. Même les villes de l'intérieur du pays, bon, j'ai eu à mener les investigations, à réaliser même un reportage, un dossier sur ça. Vous allez à Bafilo, vous allez à Sokode, vous allez à Mango, ce sont des villes militarisées. Vous allez voir la présence des militaires un peu partout. Justement, modification de la loi dite Bodjola, votre avis sur le boulot des députés? Mais je dis que ça confirme en réalité que ces gens-là qu'on a estimé qu'ils ont été nommés, beaucoup ont crié qu'ils n'ont pas. Donc ça donne raison à ceux qui pensent qu'ils sont nommés. C'est des gens qui ont été nommés. Mais il y a eu quand même une élection. Oui, quelle élection? On revient encore sur les municipales. Les élections législatives. Les élections au Togo, on sait comment ça se passe. Des gens qui ont toujours parlé au nom du pouvoir, qui ont montré leur visage sur les chaînes internationales. Ils ont défendu bec et ongle ce régime. Comme quoi le régime fait bien, patati patapa, les gens sont sortis pour renverser, c'est la révolution, on ne peut jamais admettre ça, les militaires sont là. Au moment où les gens sont martyrisés, les gens sont assassinés. Spontanément, ces gens sont devenus des indépendants au cours de ces élections dont vous parlez. Et on a eu ils estiment, beaucoup de listes ils estiment être élus sur la base ou sur la bannière des indépendants. Ce sont ces gens-là qui ont voté pratiquement 100% par rapport à cette loi. Une loi liberticide. Vous estimez donc que cette loi ne représente pas l'assentiment de la population? Une loi liberticide. Quand vous prenez la loi, vous lisez, je ne sais pas, je vous donne, enfin, je ne vous recommande pas, mais prenez le temps de lire la loi et faites une émission au cours de laquelle, si vous voulez inviter, on va prendre les points par point pour expliquer aux gens que vraiment c'est une loi liberticide. Vous prenez la constitution togolaise. C'est pas je sillonne toujours avec les bouquins. Heureusement, je l'ai ici. Vous prenez la constitution togolaise. Modifiée ou non, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je prends l'article 30. Je suppose que cet article n'est pas modifié. Vous parlez de quelle constitution? 92 de 92 qui a porté la constitution togolaise de 4e République, donc qui a été votée le 27 avril 92, promulguée le 14 octobre 92, et révisée par la loi numéro 2002-029 du 31 décembre 2002 et qui a subi encore une autre modification récemment. Justement. Mais je fais observer que cet article n'a pas été modifié. Et l'article 30. L'article 30. Et quand vous lisez cet article, c'est un article qui est universellement reconnu. Et je fais également observer, quand vous prenez la Constitution 1992, les premiers articles, ou les 30 ou les 50 premiers articles correspondent au nombre établi par les Nations Unies. Quand vous prenez la Charte des Nations Unies, tout ce qui est droit et liberté sont contenus dans cet article, dans ce chapitre-là. L'article 30 dit: l'État reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, l'exercice des libertés d'association. Ça dit que aucun État, quel qu'il soit, ne peut exister aujourd'hui et interdire les gens d'avoir les associations, d'exister. Parce que généralement, vous rappelez-vous qu'on parle de la loi 1901. Voilà. Vous déposez un document aujourd'hui comme quoi vous constituez une association, d'accord, sur la base, on vous donne un récépissé, vous existez. Voilà. Et de réunion. On ne peut pas estimer être un État aujourd'hui, ou de surcroît, un État démocratique, interdit aux gens de se réunir. On vient de parler du PNP. Justement. Et
ces derniers moments, lorsque un parti légalement constitué n'arrive pas à tenir ces réunions, dans quel état on peut imaginer ça? Moi, je ne comprends pas, parce que je fouille, je n'arrive pas à comprendre. C'est la Constitution qui le dit. Hein. De réunions et de manifestations pacifiques et sans instrument de violence. Maintenant, moi, le pouvoir ou bien le ministre doit estimer qu'il y a beaucoup de casses lors de ces manifestations. Ce n'est donc plus pacifique. J'estime que les arguments avancés, non seulement pour modifier la loi, puisque c'est une loi organique, contrairement à ce que beaucoup pensent, beaucoup estiment que si l'opposition avait pris part à ces élections, on aura une minorité de blocage. Non. Non, dans ce cas, c'est une loi organique. C'est ce qu'on appelle la majorité mécanique. Si vous êtes 30, peut-être que 16 ont voté pour et peut-être 14 contre, la loi passe. Sur la base de cette loi qui venait d'être modifiée. C'est une loi liberticide. Je vais également observer que lorsque, depuis toujours qu'on a posé cette constitution, il n'y a aucune loi. Comme ça a été dit, ne reconnaît pas et garantit pas, une loi doit déterminer le cadre. Ça n'a jamais existé. Et ça a créé des conflits des années durant. Jusqu'en 2011, puisque le ministre de l'administration territoriale, M. Pascal Akoussoulalou-Bodjoura, a pris sur lui l'initiative maintenant d'apporter une loi organique par rapport à cet article 30 de la Constitution togolaise. Parce qu'on ne peut pas évoluer sous la base d'un mécanisme en réalité qui n'existe pas, mais qu'on évolue en estimant qu'on est dans un état de droit. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle l'arsenal juridique. Donc, et on a une loi. Et rappelez-vous, cette loi, l'initiative du gouvernement a été rendue publique. Les associations de défense des droits de l'homme se sont levées. Ils disent, la loi, vraiment, elle est liberticide. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a associé les associations, les personnes ressources, et chacun a apporté leur touche avant que la loi dite Bodjoura là ne soit adoptée. Mais rappelez-vous également, en son temps, cette loi a été contestée. Pourquoi? Parce qu'il est dit, non seulement que vous allez informer l'autorité, parce que nous sommes dans un régime d'information, mais il est dit également dans cette loi que l'autorité a son mot à dire. Ça dit que, connaissant bien le Togo, quand l'autorité estime que vous ne pouvez pas passer ici, et c'est ce que l'autorité a utilisé dernièrement. L'autorité a des arguments pour avancer, pour dire voilà, vous ne pouvez pas passer parce qu'il y a ceci, il y a cela, ainsi de suite. Malgré le régime d'information. Malgré le régime d'information. Et il est dit également dans cette loi que lorsque vous n'êtes pas inscrit dans la logique, vous allez saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Et la chambre administrative doit statuer au plus de 72 heures. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Cette chambre administrative, sa mise en place a été, c'est pas une magie, finalement, qu'on l'a connue. Je parle de 2011. Et lorsque vous saisissez, vous informez l'autorité, et l'autorité dit, mais voilà, vous ne pouvez pas manifester. En réalité, c'est sur la base d'une décision ministérielle. Enfin, on parle de l'arrêté ministériel. Et c'est l'arrêté ministériel qu'on peut attaquer. Parce qu'en droit, on attaque la décision, l'arrêté. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Ce n'est pas communiqué ou par lettre que l'autorité ou le ministre de l'administration territoriale envoie, ou la délégation spéciale envoie aux organisations de la manifestation pour dire, pour telle raison, vous ne pouvez pas manifester. Or, quand vous vous présentez devant la justice ou la chambre administrative qui a été installée tardivement ou non, je ne sais pas trop, on ne peut pas attaquer, un simple communiqué. C'est ça. On vous dira que, mais sur la base de ce document-là, vous ne pouvez pas le saisir. Pendant ce temps, c'est irrecevable. La manifestation ne peut pas... Voilà, c'est ce qu'on a connu. Et d'un côté, qu'est-ce qu'on constate? Le jour de la manifestation, ceux-là qui organisent la manifestation disent, notre manifestation tient. Le pouvoir dit, on a interdit. On fait descendre sur les lieux, les corps habillés. Et qu'est-ce qu'on observe? Les coups poursuites. Et abus de pouvoir par moment. La barbarie policière décédée. Il y a toute une liste. J'ai encore les images, j'ai encore les photos. Il y a une vieille là qu'on a bastonnée dans une maison dans la zone de Baie. Il y a une femme à qui chez elle on a lancé des gaz lacrymogènes. Et c'est pas sa cuisine a pris feu. Finalement, elle-même, elle est tombée en syncope. Elle est décédée par après à l'hôpital. Enfin, la liste est longue. Qu'est-ce qui provoque ça, qui viole ça? C'est l'autorité. Maintenant, quand on dit
quand on manifeste avec les instruments de violence. Mais je fais également observer qu'à un moment donné, la plupart de ceux-là qu'on arrête dans les manifestations qui détiennent des armes, et quand vous les bastonnez, quand vous poursuivez, vous allez vous rendre compte qu'ils sont envoyés par quelqu'un. Qui est ce quelqu'un? Je ne le dis pas. Ça dit qu'on a également vu dans ce pays, à un moment donné, les gens sont armés de gourdins, de quoi. Et que le pouvoir même a qualifié de groupe de autodéfense. Et le pouvoir n'était pas en mesure de les arrêter. Et ces gens-là n'étaient pas à leur premier coup Ils ont eu l'onction quelque part. Oui. Et je fais également observer que dans les années, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2012, je ne sais pas si c'est un groupement de FRAC ou je ne sais pas, l'ANC, qui a organisé une manifestation dont le lieu de rassemblement, c'est dans la zone de Djouma Sessé, à Adewi. Les gens sont sortis avec des machettes, ont pris, et c'est pas, en partie, les organisateurs, ceux qui sont venus à la manifestation, et ils ont eu le culot, même de blesser beaucoup de personnes. Nous avons encore les images sur cette base-là. Qui sont ceux-là qui provoquent. À l'époque, le gouvernement n'avait pas réagi. Le gouvernement n'avait pas réagi. Puisque tout se passait devant, en présence des corps habillés. Et ils n'ont pas réagi. Je me rappelle encore de cet élément-là. Donc, c'est autant d'éléments qu'on peut avancer. Et ce qui s'est passé récemment à gauche, je crois, le 18 août, où les agents, parce qu'on estime qu'on a interdit une manifestation, on a fait déverser les militaires. Et sur les lieux même où on a vu le chef d'état-major général des FATS, sur les lieux. Jusque-là, c'est confirmé que c'est lui. Puisque ils ont dit à part après que c'est lui, mais il était sur le terrain pour contrôler le dispositif. Mais c'est lui qui a tiré. Lui, il a tiré ou il n'a pas tiré. Je n'ai pas les éléments d'appréciation pour attester que c'est lui. Il était quand même sur le terrain. Mais on a confirmé et il a été dit, l'autorité a confirmé qu'il était sur le terrain pour contrôler, et qu'il a l'habitude de contrôler les dispositifs. Nous ne sommes pas en guerre, une manifestation pacifique. Les organisateurs ont appelé une manifestation pacifique. Et dans la même zone, lorsqu'il y a manifestation, vous n'avez plus le droit de porter la tenue rouge. Vous êtes embastillé comme manifestant et tout peut vous arriver. Et c'est également dans cette zone qu'on a tiré sur deux enfants mineurs qui étaient assassinés. Idrissou et son frère, le petit mécanicien. Donc, qui sont ceux-là qui commettent des bavures? Et ils ne sont jamais poursuivis. En tout cas, et qu'aujourd'hui, on estime que voilà, on vient aux manifestations avec des instruments violents et tout, et qu'on peut trouver des arguments parce qu'il y a des djihadistes qui sont là, on peut me protéger, ainsi de suite. Comme le chef de l'État a le dit dans une interview, je crois, accordée à l'extérieur, comme quoi il ne peut pas admettre que les gens manifestent dans son pays avec des armes de guerre. C'est autant d'éléments qui amènent à la réflexion pour savoir en réalité où on veut aller par rapport à tout ce qu'on pose comme des actes. Voilà, on va changer de sujet. Excès de vitesse, le général Yak veut réduire au mieux les accidents de la route. Le permis de conduire pour les motos sera obligatoire dès le 20 septembre prochain. Bon, je pense que ce n'est pas la première fois qu'on annonce une telle décision, mais c'est l'application qui pose problème. Pour cause, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Ou alors, on peut estimer que ceux qui sont dans les zones urbaines doivent avoir leur permis de conduire. C'est parce qu'on peut estimer qu'eux, ils ont leur acte de naissance, leur nationalité, enfin, les documents qu'il faut pour passer ce permis. Et au niveau des motocyclistes, on en voit trop. Des cas d'accidents sont signalés et beaucoup n'arrivent pas à maîtriser même le code de la route. Et ce qui relève également qu'on peut prendre une telle décision. Moi, je dis que c'est une bonne initiative. Mais de l'autre côté, on peut également prendre des initiatives, c'est pas sur la base d'un contrat saisi ou prendre attache avec les masses médianes, les radios, organiser des séances donc de sensibilisation, d'éducation à nos frères qui ont pour métier donc la conduite de motos, taxi motos et médians. Mais quand vous voyez ou vous écoutez le ministre, tout ce que le ministre a dit, c'est comme si aujourd'hui, les cas d'accident que nous avons, on renvoie systématiquement la balle dans le camp des motocyclistes. Non, moi je dis non. Quel est l'état de nos routes aujourd'hui? C'est le premier constat. Le deuxième, est-ce que sur nos routes, il y a les panneaux de signalisation?
Et dans les grandes villes, est-ce qu'il y a les feux tricolores? Si ces feux tricolores tombent en panne, on met combien de temps pour les réparer? Est-ce qu'il y a une maintenance de ces feux? De ces feux tricolores? En dehors de ça, quand vous voyez sur nos factures de la CET, on prélève, je ne sais pas, l'éclairage public. Est-ce que sur nos routes, il y a les lampadaires? C'est autant d'éléments auxquels... Qui peuvent aussi apprécier comme source d'accident. Voilà, auxquels il faut apporter des réponses pour chercher à voir comment est-ce qu'on peut améliorer, dans quelles conditions on peut. Parce que c'est là où je dis, quand vous écoutez, c'est comme si les motocyclistes ou nos frères, les conducteurs de taxi moto constituent la source réelle des accidents. En dehors de ça, ce qui se passe sur nos routes, là, je le dis chaque fois, mais je n'arrive pas à avoir de réponse. Voilà un ministre qui établit le bilan, peut-être chaque semestre, vous dit, dans l'intervalle de telle période, il y a eu tel mort, il y a eu ceci, il y a eu ceci, voilà, il y a eu des cas, des gens, voilà, c'est bien. Mais les agents qu'on voit sur la route, ça je le dis tous les jours que je fais. Quand vous prenez le code d'assurance, l'assurance ne vient jamais en rescousse à un véhicule qui a surchargé, enfin, à un conducteur ou à un propriétaire de véhicule qui a surchargé son engin parce qu'il y a eu accident ou il y a eu quoi, je ne sais pas quoi. Mais sur une route, en venant même tout à l'heure ici, j'ai encore fait le constat. Le véhicule qui est supposé prendre 5 personnes, peut-être 3 derrière, le conducteur, le chauffeur et un autre à son opposé côté non-chauffeur, prend plutôt 7. Prend 7. Le 4 derrière, tantôt le 5 derrière, le 3 devant. Le 3 devant, ou tantôt 3, je sais pas, ça fait 8. Dans nos villages comme ça existe, on en voit tout le temps. Alors qu'il y a une loi contre... Il y a une loi contre ça, les surcharges. Mais ces conducteurs... Alors qu'il y a des agents sur la route. Sur la route. Ils prennent l'argent. Et autorisent tout ça. Ils autorisent tout ça. Mais qu'est-ce que le ministre dit par rapport à ça? Moi, on ne m'apporte jamais de réponse. En dehors de ça, aujourd'hui, quand vous prenez le tronçon, à Néron-Lomé, il y a... Je ne peux pas les qualifier de voyous, mais c'est pas l'expression, je ne sais pas comment les qualifier. Ils estiment qu'ils ont le droit de vie et de mort sur les usagers. Ils roulent à toute vitesse et ils passent devant les agents ne disent rien, c'est parce que quelque part ils ont payé, il y a un feu vert. Je veux parler de ces conducteurs de véhicules, de carburant frelatés qui sont en contrebande et ils roulent, je ne sais pas comment ça se passe. Je dis, ça fait 3 semaines, ils ont renversé un homme et son fils. Les deux sont morts sur le champ à Avepozo. Ils ont été enterrés, ça fait 2 semaines de cela. Et il y a, je crois, 14 jours aujourd'hui, ils ont renversé encore au niveau de la zone d'Arbavi, artiste Rasli, qui est aujourd'hui à l'hôpital. Il y a des cas que je ne vais pas citer. L'année dernière, ils ont tué moi, mon cousin. Des gens comme ça. Après avoir commis leur forfaiture, ils continuent le chemin. Et le ministre n'en parle pas. Le ministre n'en parle pas. Maintenant, qu'est-ce que je constate? Ces gens-là, quand vous allez à Néron, il y a une zone là où les bidons jaunes là passent. Il y a un agent là qui prend l'argent. C'est-à-dire qui autorise l'entrée de ces carburants prélatés qui après, même dans la ville, on poursuit les gens. À Lomé, les jeunes sont poursuivis parce que nous sommes dans les vacances. Les jeunes font ces activités-là. Ils sont poursuivis de longueur de journée. Certains sont blessés, certains sont arrêtés. Il faut aller payer pour avoir la libération. Maintenant, qu'est-ce que le ministre dit par rapport à tout ça? C'est là où moi, ça me pose des problèmes. Parce que quand on commence par établir des trucs, voilà, il y a eu tel mort, il faut faire ceci, il faut faire... On se contente de faire le bilan. Mais en dehors de tout ça, les véhicules de Dangote, les véhicules, les gros camions de scam, de les calcaires, même récemment, il y a eu encore un mort sur la voie, comme on l'appelle Saint-Joe, Vaughan. Un gros camion a renversé un motocycliste et le gars est décédé sur le coup. Ces véhicules-là qui passent à longueur de journée, je ne sais pas si on ne peut pas réglementer leur
enfin, les honoraires de leur passage, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que le ministre dit? Sinon, leur trouver d'autres voies. Voilà. En tout cas, le temps c'est autant d'éléments auxquels il faut apporter de solutions. Mais il revient également à nos frères motocyclistes d'arriver à comprendre qu'à un moment donné, il faut aller à l'école de la vie. Il faut aller à l'école de la conduite, votre code de la route, pour pouvoir aussi éviter ce qu'on observe sur la route. Merci beaucoup, Justin Anani. Avec vous, le temps file très très vite. Nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro de Actu 7. Peut-être un mot pour finir. Non, un mot. J'aimerais vous remercier également tout ce que vous faites ici, parce que il est bien vrai que je suis à Lomé, mais j'arrive à avoir vos échos. Quand je vois le directeur chaque fois, je le félicite. C'est parce que c'est pas aisé. Quand vous avez choisi le métier comme le journalisme, donc c'est le sacerdoce. Donc je profite également pour saluer à tous vos auditeurs et pour leur dire que ce n'est que partie remise. On aura des occasions également pour changer. En tout cas, c'était un plaisir. Oui, et je finis en disant que lorsque vous constituez une force dans une nation et que vous êtes peuple, il ne faut jamais attendre quelqu'un de l'extérieur pour venir vous libérer. La libération vient de vous-même. Merci beaucoup, Justin Anani. Je rappelle que vous venez du site togovision.com, notre invité pour ce numéro de Actu 7. Merci à toutes et à tous. Merci à Dodo Kofi qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Jean-Marie Gonçalves. La rediffusion, c'est demain, dimanche, à partir de 20h. À la prochaine.